Bonjour tout le monde. On arrive déjà, comme on disait tout à l'heure avec David, c'est arrivé rapidement à la fin, à la dernière activité du colloque du GDM en ligne. Alors, toujours sur notre thème de la formation continue, on a tenu à terminer en fait le colloque de cette façon-là pour rendre hommage à tous ces acteurs-là qui cohabitent, qui évoluent autour de la formation continue. Donc, c'est comme ça qu'on l'a appelé, la formation continue au carrefour de différents acteurs. Alors, on aura la chance d'entendre Vincent Ouellette des Trois Maisons, qui est enseignant la formation générale aux adultes au Centre de services scolaires Cœur-des-Vallées. On va avoir aussi Catherine Tourigny, qui est conseillère pédagogique au Centre de services scolaires Rivière-du-Nord. On aura aussi Mathieu Thibault, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Et finalement, Martha Kobiela, qui est professeure à l'Université McGill. Donc, je cède la parole à Catherine qui va vous expliquer en fait le fonctionnement de la table perspective. Alors, bonjour. En fait, vous avez complété ou pas le sondage là, dans le Answer Garden. Sachez que le sondage va rester ouvert pendant toute la durée de la présentation pour tenter de voir si notre influence, nos présentations modifient les mots qui sortiront. Et à la fin de la présentation, juste avant la discussion en grand groupe, là, Mathieu va nous présenter le résultat. Donc, comment on va fonctionner? On va prendre la parole à tour de rôle. On a environ 8 minutes chacun, autour des 3 catégories de questions qui sont issues du texte de cadrage. Donc, on a élaboré aussi, vous allez voir en haut de l'écran à droite, puis Mathieu va le mettre dans le clavardage, un document collaboratif. Comme on est nombreux, puis on cherchait une façon de vous faire participer, puis de laisser des traces, des réflexions, puis on va avoir un petit peu d'échange, mais on aurait pu en avoir encore plus. Ce document collaboratif-là reprend les questions de cadrage et ça vous permettra d'aller poser là, dans chacun des cadres vos réflexions en cours de présentation ou après. Il va rester ouvert, vous garderez le lien, puis ça nous permettra de garder des traces, des réflexions de ce que ça a suscité, puis que la discussion continue d'une autre façon. Ensuite, à la fin des 4 présentations, donc chaque présentateur va soulever une question qui va alimenter la période de discussion qui sera modérée par Geneviève. Alors, le lien, c'est bon. Le lien est dans le clavardage. Puis, je vais laisser la parole à notre premier présentateur, qui est Vincent. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Vincent Ouellette des Trois Maisons. Je suis enseignant des mathématiques à la formation générale adulte en milieu rural à Papineauville, en fait. Puis j'ai été approché par Geneviève et les gens du coloc pour parler au panel. J'étais un petit peu intimidé parce que en tout cas, je vais voir si ce que j'ai à dire était pertinent finalement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le Answer Garden. Là. Si je vois impertinent grossir à vue d'œil, je pense que je vais céder la parole. Là. Mais en attendant, je vais me laisser une chance. Là. Alors, dans le fond, on m'a interpellé pour parler comment s'était vécue la formation continue. Au niveau des enseignants sur le plancher, des vaches, comme on dit, ou des élèves, si on est un petit peu plus gentil. Donc, sur le plancher des élèves, comment ça se passe? Puis, moi, dans le fond, comme enseignant, ben, c'est sûr que j'ai eu à faire de la formation continue avec le temps. Dans ma courte carrière à différents moments, mais j'ai eu aussi une certaine expérience de voir différents types de formations qui ont pu marcher plus ou moins avec des équipes. Donc, la première chose que je dois dire, c'est au niveau de la formation continue, ce qui est vraiment comme touché, là, je vais vous raconter ma petite histoire de négociation syndicale. Alors, je suis aussi délégué syndical de mon école. Puis aux dernières négociations, le gouvernement, pas le gouvernement, mais le syndicat, on a dit, OK, là, on ne participe plus à aucun atelier qui est donné, on ne participe plus à rien, on ne fait plus les rencontres de groupe, on ne va plus aux présentations, sauf ceux que les enseignants ont eux-mêmes choisis. Puis finalement, il y a eu la négociation. Puis là, finalement, on a signé la convention où ça s'en vient. Bref, les négociations sont finies. Puis chez les délégués, puis d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment, vraiment déçus que ces moyens de pression-là finissent parce que des fois, ils ne se sentent pas du tout comme interpellés par les différentes rencontres. Ils ont toujours l'impression que ça ne les touche pas. Et tout. Donc, ça, c'est une réalité qui est vraiment importante au niveau du milieu. Puis, je pense que ça vient de différentes
sources. Premièrement, la formation continue, est-ce qu'ils la trouvent pertinente? Comment ça a été choisi? Est-ce qu'ils ont fait partie du processus de décision ou est-ce qu'ils sentent que c'est un fardeau? Mais moi, je pense que la raison principale pour laquelle les enseignants, souvent, ils vont être un petit peu réfractaires au niveau de la formation continue, c'est souvent qu'ils sont comme trop loadés. Ils ont comme trop de choses à faire. Ils doivent de toute façon en ramener à la maison. Puis, en ce moment, avec le nombre d'heures de cours, avec la réalité et tout le kit, ça devient comme oh, fuck, pas de la formation continue. Tu sais, ça devient comme si je fais ça, ça veut dire que je ne fais pas ma correction, ça veut dire que je vais en ramener, par exemple, le dimanche, je vais faire ça. Puis je pense que pour vrai, c'est la première raison pour laquelle, en tout cas du moins administrative, pour laquelle des enseignants pourraient décider de ne pas se lancer dans de la formation continue. La plupart qui se lancent sont assez curieux, mais pour l'enseignant lambda, là, souvent, c'est comme une considération qui est à prendre en note des fois. Alors, des fois, on nous vantait, par exemple, à l'université, je ne sais pas si c'est vrai encore, mais le modèle finlandais où est-ce que les enseignants, par exemple, enseignaient le matin, puis l'après-midi au primaire, exemple, ils faisaient de la préparation pour l'autre journée, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais j'imagine que dans une structure comme ça doit être extrêmement plus intéressant de s'activer dans de la formation continue. Est-ce que tu peux changer Merci. Donc, maintenant, comme je disais, des fois, les enseignants n'ont pas l'impression que leurs besoins ont nécessairement été ciblés, mais ça nous amène à des avantages et nécessairement des inconvénients si on demande aux enseignants de cibler leurs propres besoins pour la formation continue. Les avantages, c'est qu'ils se sentent interpellés, ils vont probablement décider de dire c'est bon, j'entre dedans, puis etc., etc. Mais les désavantages, quand c'est eux qui ciblent eux-mêmes la formation continue, c'est que si tu as un défaut ou si tu as des choses à améliorer ou des affaires de même, des fois, ce n'est pas nécessairement toi qui es la meilleure personne pour te rendre compte qu'il y aurait place à de l'amélioration dans ta pratique. Puis à cela, moi, dans ma tête, je me dis, il y a toujours l'espèce de dilemme entre, je pense que c'est educare et educare, mais en tout cas, il y en a un des deux qui vient du mot éducation. L'éducation vient d'un des deux qui veut dire sortir de. Pour moi, l'éducation, ça devrait servir à nous amener à prendre un élève puis à le sortir de ce qu'il connaît, ce qu'il côtoie pour lui permettre de s'actualiser comme individu, comme citoyen, puis etc., etc. Puis je trouve que c'est toujours un peu paradoxal au niveau que les enseignants aient beaucoup de difficultés à s'engager dans la formation continue parce que leur job, c'est de le faire pour d'autres personnes en quelque part. Fait que c'est comme s'ils ne croyaient pas en quelque part à leur propre job. Je ne sais pas. Il y a aussi, je pense que les enseignants, des fois aussi, sont en mode très. Ils donnent, ils sont en mode de donner de l'information, passer du savoir, puis des fois, c'est plus difficile d'être dans les deux. Donc, l'importance de la validation du milieu avec les besoins, mais en gardant l'importance de s'actualiser, dans le fond, les conditions sont quand même difficiles d'arriver exactement à ça. Les formations de groupe que j'ai trouvées les plus payantes, un modèle de formation que je trouve intéressant, c'est quand, exemple, les profs de maths vont aller ensemble à un colloque. Je trouve que ça, c'est des formations qui fonctionnent bien parce qu'il y a un effet de groupe et tout. Mais une autre chose que j'ai vue, il y avait eu à l'époque Stéphanie Demers de l'ICO qui était venue à l'école LJP, qui était venue faire une formation à tous les enseignants de LJP. Puis je pense d'autres membres du personnel scolaire. J'aime bien les formations qui viennent dans les milieux. Je trouve que ces formations-là, en tout cas de mon expérience, sont vraiment intéressantes. Puis elle parlait justement de la réalité économique de nos élèves, puis etc. Je trouve que ça avait allumé beaucoup de lumière pour beaucoup d'enseignants du coin. Puis une autre chose aussi, les enseignants, des fois, c'est très difficile de se diriger vers, comme en ce moment, exemple, je suis prof de maths, mais je suis prof de physique, mais je n'ai pas d'élèves en physique, mais là, il faudrait que j'aille apprendre le programme de physique ou m'actualiser. On dirait que quand on arrive dans le feu de l'action, ça devient plus intéressant. Fait que d'autres formations qui ont très bien fonctionné à notre école, c'est exemple, on a un élève autiste qui arrive à l'école, puis là, on a une formation sur l'autisme. Fait que là, il y a des intervenants qui viennent nous faire la formation, puis là, ça devient très concret, très facile de mettre ça dans nos milieux.
Puis sinon, on a fait la même chose avec la santé mentale. On avait, exemple, des élèves suicidaires. Bien là, on avait une formation ciblée. Ça, je trouvais que ça a grandement fait des changements concrets pour les enseignants. Donc, je vais donner la parole aux autres intervenants. Catherine, je pense, la prochaine à parler. Puis voilà, fait que c'était un petit flash du milieu scolaire, disons, comme enseignant. Merci. Je suis désolé, il y a un petit problème là, avec ma connexion, mais est-ce que tu voulais terminer avec ta question, en fait, que je viens juste d'afficher, Vincent? Oui. La question, c'est oui, c'est bon ça. Oui. Alors, la petite réflexion que j'avais, parce que je n'ai pas la réponse à ça, c'est quelles devraient être les conditions du milieu qui favoriseraient un engagement du corps enseignant dans une démarche de formation continue. Donc, les conditions administratives, identitaires, on pourrait mettre même culturelles, personnelles. C'est une question que j'ai pas de réponse, c'est juste la question. J'espère que vous n'avez. Formation sur mesure et quelle mesure? Ça, je vois que c'est écrit. En tout cas, je pense que je passe le micro. Là, merci. Bon, merci beaucoup, Vincent. En fait, je vais poursuivre en continuité, mais cette fois comme conseillère pédagogique. Là, je pense que Vincent nous a soulevé plusieurs éléments à prendre en considération. On m'a demandé de vous présenter ma perspective de CP, de la formation continue en maths. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que me donner 8 minutes pour traiter de ce sujet-là, c'est un exercice vraiment laborieux. J'ai donc dû me préparer un texte, là, fait que vous excuserez, d'habitude, je suis plus spontanée, mais pour rentrer dans le 8 minutes, il fallait que je fasse ça. La formation continue, pour moi, en maths, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Surtout que ma gardienne préférée s'appelait Nadine Bennad quand j'avais 2 ans. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Une autre fois, je vous raconterai. Je vais débuter en vous présentant mon regard sur la situation actuelle de la formation continue des enseignants en maths. Bien qu'elle fasse l'objet d'une compétence officielle à développer dans le nouveau référentiel des compétences des enseignants, la formation continue en maths est une responsabilité professionnelle et non une obligation. C'est comme ça, c'est bien correct comme ça. Voici, selon moi, les acteurs qui soutiennent la formation continue. Nous pouvons nous entendre pour dire que les CP dans les centres de services scolaires jouent un rôle très important dans celle-ci. Il faut savoir que la situation actuelle comporte plusieurs défis, dont la mise en danger réelle de notre profession de CP. En effet, le gouvernement actuel mise sur un des volets de la formation continue qui est le recours aux pairs enseignants. Bien que ce pôle de la formation continue me semble essentiel, je crois qu'il n'est pas suffisant. Les 3 voies présentées dans la diapo, ainsi que les possibilités d'interaction entre ces différents acteurs, sont à mon avis indispensables pour répondre à la complexité de la profession enseignante. Le CP ne fait d'ailleurs pas partie explicitement des acteurs officiellement nommés dans les documents ministériels en lien avec la formation continue des enseignants. Je tenais à partager en débutant cette situation parce que j'ai eu la chance de participer à de nombreux projets de recherche comme étudiante au bac, à la maîtrise, comme assistante de recherche, comme enseignante et comme CP en maths. Puis à travers ces collaborations, j'ai vite compris qu'on devait avoir une influence mutuelle et que nos rôles étaient tout à fait complémentaires. Je vais répondre principalement aux 2 premières questions, c'est-à-dire les besoins de formation et les modèles de formation continue à partir des situations professionnelles qui représentent ma réalité de CP. Je vais vous partager en toute humilité quelques facettes de la complexité de mon rôle de CP au regard de la formation continue du personnel enseignant de mon centre de service scolaire. J'ai choisi 2 extraits qui me permettent d'illustrer les différentes postures qu'on doit adopter dans l'exercice de nos fonctions de conseiller pédagogique. Comme la profession de CP est jeune, qui a très peu d'écrits à notre sujet, je trouvais ça important de vous partager le fait qu'on a depuis peu un référentiel de compétences propre à nous pour les CP qui décrit 4 rôles distincts, celui de conseiller, former, accompagner et innover. On n'avait jusqu'en 2012 aucune formation propre à notre profession, comme si le fait d'avoir été enseignant suffisait à être un CP compétent. L'Université de Sherbrooke a donc développé en 2012 un microprogramme pour former les conseillers pédagogiques du Québec. Je vous amène un peu dans ma réalité, dans mon contexte de mes interventions au centre de mon centre de service scolaire, comme CP en maths. Alors, j'agis auprès de 43 écoles primaires, 1000 enseignants et enseignantes ressources au primaire, 125 orthopédagogues, 70 directions adjointes ou directions.
toutes ces personnes sont susceptibles d'avoir des besoins individuels différents dans l'exercice de leur rôle. Et ça, je parle juste en mathématiques. Les écrits au niveau du développement professionnel et de l'accompagnement font beaucoup référence au respect des besoins de chacun. Mais comme CP, on ne peut pas seulement récolter les demandes, on doit faire émerger les besoins derrière ces demandes-là qui nous sont formulées. Je vais tenter de vous expliquer le processus par lequel nous passons comme conseiller pédagogique en maths pour partir des demandes des différents acteurs, cibler les besoins, les regrouper et développer une offre de formation continue en mathématiques. J'ai pensé vous partager un aperçu non exhaustif et non scientifique des besoins qui reviennent le plus fréquemment lorsqu'on questionne le personnel enseignant du primaire en leur posant la question suivante: quels sont vos besoins de formation en maths? Si nous posons cette question-là aux orthopédagogues et aux directions qu'on accompagne, s'ajoutent tout autant de réponses variées. Devant l'éventail des besoins, un choix s'impose. Alors, qu'est-ce qui oriente comme CP le choix des offres de développement professionnel qu'on fait? À travers tous les mandats qui nous sont confiés, on doit toujours considérer 4 éléments principaux qui vont guider nos actions. Les préoccupations, besoins et enjeux du terrain, les prescriptions ministérielles qui arrivent à tout moment, les orientations de notre centre de service scolaire, des instances régionales et bien évidemment, les connaissances issues de la recherche en didactique, en pédagogie et en andragogie. Pour pouvoir établir un plan d'action en fonction de la diversité des demandes qui nous sont faites, nous devons établir des filtres, des cadres de référence qui nous permettront d'orienter, de trouver l'équilibre entre tout ce qu'on doit prendre en considération. Lors d'un accompagnement, j'utilise le processus de consultation de l'escargot. Ça me permet de passer de la demande aux besoins et de m'assurer d'établir un accompagnement qui aura des effets. J'établis alors avec les personnes concernées les objectifs, les modalités et on évalue ensemble le processus lors de la terminaison. Différents cadres orientent nos choix pour assurer la pérennité des changements de pratique. Parmi ceux-ci, voici certaines caractéristiques à considérer. Donc, le développement professionnel doit être ancré dans la pratique. Il est avant tout un processus collectif. Le personnel enseignant doit devenir enquêteur sur sa propre pratique et l'accompagnement et le soutien actif et le suivi sont des conditions d'efficacité indispensables. Il ne faut surtout pas oublier que la démarche doit, pour mener à des changements de pratique, s'échelonner dans le temps. Le défi, c'est de viser le développement d'une culture de développement professionnel, de mettre en place des conditions qui permettent de développer des pratiques collaboratives dans l'école et entre les enseignants de différentes écoles et intégrer la direction dans son rôle de leader pédagogique pour assurer une pérennité des changements. Le moment, le sujet abordé et l'objectif poursuivi permettent de déterminer différentes modalités ou dispositifs à privilégier. Voici un éventail de différentes modalités qu'on met en œuvre comme CP et parfois même au cours d'une seule année, selon les sujets, selon à qui on s'adresse, selon le nombre de participants et nos intentions, si on veut informer, sensibiliser, s'approprier, expérimenter, faire un suivi, agir en contexte d'insertion professionnelle, développer un réseau d'expertise et d'entraide, nous choisissons des modalités différentes et ça, toujours avec un double objectif, se centrer sur l'enseignant, c'est-à-dire s'intéresser aux maths de celui-ci, à ses connaissances didactiques, lui faire résoudre des problèmes, et sur l'élève du même coup. Donc, anticiper ses conduites mathématiques, ses stratégies de résolution de problèmes, ses difficultés, son engagement, et j'en passe. Bien, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Alors, j'avais le goût de vous présenter, dans le fond, ce qu'on a mis en place comme structure de développement professionnel au Centre de service scolaire Rivière-du-Nord seulement pour les enseignants au primaire sur un horizon de 3 ans. Alors, c'est un partage, dans le fond, de mon modèle d'accompagnement. On y voit des activités de formation. Mathieu, si tu veux revenir juste à la diapo précédente. Merci. On y voit des activités de formation continue qui sont multiples et variées. Plusieurs s'adressent à l'ensemble du personnel, certaines à un groupe de personnes, parfois des individus pris isolément ou directement à la classe. Cette variété-là est essentielle pour répondre aux besoins diversifiés d'une population enseignante et à la complexité de la profession. Je terminerai en vous partageant les différentes étapes du processus qui nous permet de mesurer les effets de nos actions comme conseillers pédagogiques et, espérons-le, indirectement auprès des élèves. On doit définir clairement les effets visés
qu'on veut voir chez les enseignants, les directions, les élèves, anticiper les leviers, les obstacles, documenter les manifestations observables en lien avec les effets visés et prendre le temps de faire le point en cours de route et à la fin. Je vous laisse sur une question qui m'habite dans mon rôle de CP dans la formation continue. Tout comme on se demande comment développer une culture mathématique en classe, on peut se demander comment favoriser une culture de développement professionnel dans nos actions respectives, comme enseignants, CP, didacticiens, chercheurs, dans un contexte de formation continue volontaire. Je laisse la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je vais vous parler, moi aussi, pour les 8 prochaines minutes. Donc, le plan, j'ai ciblé, je n'ai pas réaffiché les questions, mais je vais vous parler principalement des 2 autres questions. Là. En fait, la série de questions sur les modèles de formation continue, puis celle sur la recherche et formation continue. Plus spécifiquement, en fait, je vais vous parler, faire une brève incursion sur la compétence 11 du nouveau référentiel de compétences professionnelles. Puis ensuite des possibilités de dispositifs de formation continue en enseignement des mathématiques. Je vais vous parler de diverses postures des personnes formatrices et formées, de certaines tendances de travaux de recherche en lien avec la formation continue. Puis je vais terminer avec mon positionnement de chercheur-formateur en lien avec ma thèse de doctorat et avec une question d'ouverture. Allons-y. Donc, pour la compétence 11, d'abord, il y a Molinier et ses collaborateurs qui disent que la formation continue des enseignantes et enseignants demeure le parent pauvre des politiques éducatives. Si on regarde une politique éducative très récente, donc en 2020, donc ça fait moins d'1 an en fait qu'elle est sortie, donc le nouveau référentiel de compétences professionnelles, on voit qu'il y a la compétence 11 qui n'est pas une nouvelle compétence, mais elle a été un petit peu remaniée, retravaillée. Donc la compétence 11 qui est de s'engager dans un développement professionnel continu et dans la vie de la profession. Donc, si on s'intéresse à sa description, sans vous lire au complet, je trouvais que ce qui est intéressant, c'est qu'il est ciblé le caractère dynamique, évolutif et perfectible de leur activité de développement professionnel, puis comme quoi les compétences se développent à travers l'expérience au fil de la carrière. D'ailleurs, il y a un tableau, je trouve, très intéressant dans ce document de référentiel des compétences professionnelles qui montre les différents niveaux d'acquisition des compétences à travers le développement professionnel continu. Puis si on regarde parmi les 13 compétences, il n'y en a aucune d'entre elles qui est pleinement maîtrisée au terme de la formation. Donc, une expression que j'aime bien, que je répète ici, la formation initiale n'est qu'initiale. Donc, ça donne encore plus d'importance, je trouve, à la formation continue. Si on regarde les dimensions maintenant de la compétence 11 sur la formation continue, on fait ressortir différents éléments, différentes dimensions. Donc, l'idée de posture réflexive, de développer, d'actualiser des compétences. On peut aller, pour ce faire, différentes façons d'y arriver. Il y a des ouvrages spécialisés, des activités de recherche et de formation. L'idée d'une culture collaborative, diffuser des projets, des expériences. On rejoint ici les savoirs d'expérience aussi dont nous parlait Jean-Claude Boyer à la conférence d'ouverture. Puis bon, ici, l'article 7 dont on parle ici, en fait, c'est que normalement, chaque enseignant devrait suivre un nombre minimal de 30 heures de formation continue obligatoire par période de référence de 2 ans. Donc, on voit qu'il y a certaines indications là, qui pourraient orienter la formation continue dans cette compétence-là. Maintenant, si on regarde différentes possibilités de dispositifs de formation en enseignement des mathématiques, donc, il y a English et ses collaborateurs qui disent qu'au 20e siècle, il y a des initiatives qui ont pris la forme de projets spéciaux avec un nombre restreint d'enseignants. Puis, par la suite, il y a eu des initiatives de programmes à plus grande échelle pour rejoindre davantage d'enseignantes et d'enseignants en mathématiques. Ceci dit, maintenant, plus récemment, on peut faire ressortir, comme Bednarz l'a fait avec ses collaborateurs, donc diverses possibilités. Ça peut se passer, la formation continue, en suivant des cours, par des programmes, des expériences partagées, une posture d'enseignant-chercheur, en participant à des recherches-actions, recherches collaboratives. Il y en a d'autres aussi, donc diverses possibilités. Et il y a Josiane Debien aussi dans son mémoire de maîtrise qui fait ressortir 19 façons pour les enseignantes de mathématiques au secondaire d'échanger, de réfléchir sur leur enseignement. Donc, je vous en partage quelques-unes que je juge assez intéressantes et qu'on oublie parfois. Donc, on pourrait analyser des vidéos d'enseignantes et d'enseignants, on pourrait aller observer des collègues, qu'est-ce qu'ils font dans leur classe, simuler des jeux de rôle,
rédiger un journal de bord, participer à des colloques, comme vous le faites présentement, lecture de revues scientifiques ou spécialisées. Donc, il y en a plusieurs, il y en a 19 façons qu'elle a identifiées que je trouve assez intéressantes. Il y a aussi la formation à distance qu'on connaît un peu mieux depuis la dernière année, puis l'idée aussi de l'instauration d'une communauté de pratique. Là, puis je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être tout ce que je voulais dire par rapport à ces nouvelles idées-là, c'est l'importance de favoriser les interactions et le partage d'expériences entre les enseignantes et enseignants, ce qui nécessite à ce moment-là des relations de confiance, comme ça a été répertorié. En ce qui concerne les postures de personnes formatrices puis personnes formées, j'aime bien l'idée évoquée il y a près de 10 ans déjà par Lajoie et Saboya de former par la didactique plutôt que de former à la didactique. Donc, c'est l'idée de former par la didactique, donc en amenant les formés à réfléchir à l'apprentissage, à l'enseignement des maths, notamment par le travail sur des situations, plutôt que de former à la didactique où le formé serait plutôt mis en contact avec des théories ou des concepts didactiques. Une personne formatrice aussi peut passer d'une posture à l'autre en posant divers gestes professionnels. Donc, il y a différentes postures qui ont été répertoriées par Joro et Panna-Martin, donc posture de traducteur, posture de médiateur, de pisteur, de régulateur, puis aussi d'autres gestes professionnels en lien pour le formateur, des gestes de planification, d'institutionnalisation, de mise en rapport. Bon, il y en a plusieurs. L'enseignante, la personne enseignante en formation continue, de son côté, elle peut adopter une entité multiple. Donc, selon ce qu'elle lit, ça peut être une posture d'enseignant mathématicien où il va résoudre des problèmes, se questionner sur le côté plus mathématique. Il va avoir l'enseignant didacticien pédagogue qui, à ce moment-là, c'est un praticien réflexif, c'est un utilisateur de la didactique des mathématiques. Voilà. Puis, il y a l'enseignant-enseignant qui, lui, de son côté, il va exercer son métier sous un ensemble de contraintes. Il va tenter d'investir la marge de manœuvre dont il dispose là, avec toutes les contraintes que ça accompagne. Donc, les enseignantes qui participent à des études peuvent être considérées, selon Jaworski, soit comme des étudiants, des participants ou des partenaires. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a différentes postures selon le formateur, la personne formée ou même cette personne-là qui pourrait décider de participer à un projet de recherche. En ce qui concerne les tendances des travaux de recherche quelques tendances en lien avec la formation continue, il y a Jaworski qui fait ressortir qu'avant, les études ciblaient surtout les élèves. Puis, de plus en plus, on s'intéresse aux personnes enseignantes et à la formation des enseignantes. Donc, c'est comme s'il y avait un changement de cap graduellement. Donc, une évolution, comme Bednarz aussi le souligne, allant des travaux de recherche sur des enseignants, des personnes enseignantes, à des travaux de recherche à partir des personnes enseignantes pour en arriver à des travaux de recherche avec des personnes enseignantes. Donc, c'est quelques petits mots, quelques prépositions, mais qui font toute la différence. Il y a aussi Ponte et Chapman qui font sortir 4 tendances sur les travaux, des travaux sur les enseignants. Donc, une tendance d'investiguer les connaissances mathématiques des enseignants, d'autres travaux sur les connaissances d'enseignement des mathématiques des enseignants, les croyances et conceptions des enseignants, puis les pratiques enseignantes. Puis, pour les personnes qui ont peut-être assisté à ma présentation hier, la recherche-formation qui est un peu moins documentée, qui allie bien, en fait, cette idée-là de recherche et de formation, où, dans le fond, chacun des pôles va s'enrichir mutuellement. Donc, je termine avec mon positionnement de chercheur-formateur. Donc, à mon sens, les personnes enseignantes, elles font vraiment preuve d'agentivité didactique. Donc, elles sont agentes de leur propre développement. Puis ça, c'est tout à fait remarquable parce qu'elles vont exercer leur pouvoir d'agir dans l'intention d'enrichir des occasions d'apprentissage offertes à leurs élèves et de devenir des agents de changement dans leur propre milieu. Donc, moi, quand je m'intéresse à la formation avec mon œil de chercheur formateur, c'est ce double rôle-là que j'ai, je souhaite mener une recherche à partir des enseignants, au sens de Bednarz, ou le former à une posture de participant, selon Jaworski, et le formateur se donne, donc non pas donne une formation, mais se donne dans une formation, en formant par la didactique, puis en assumant ces diverses postures de formateur, ainsi que celles des formés, tout en étant sensible aux tensions qui pourraient survenir. Donc, moi, à ce moment-là, je choisis d'aller à la rencontre des personnes enseignantes qui ont soif de formation continue, puis je vise un certain maillage d'expertise. J'espère contribuer à rapprocher les milieux scientifiques et professionnels pour répondre à des besoins communs ou encore complémentaires. Donc, justement, cette idée-là d'allier, de mailler, amène à ma question d'ouverture.
Donc, par des initiatives de formation continue, comment on pourrait créer de meilleurs liens entre la communauté de recherche et la communauté d'enseignement, tout en conservant chacune leur spécificité et de manière à ce qu'ils s'enrichissent réciproquement la communauté de recherche et la communauté d'enseignement. Donc, ça, ce n'est pas une nouvelle question. Je pense que c'est une question qu'on se pose déjà depuis longtemps, mais c'est une question qui me semble toujours d'actualité. Donc, je tenais à la rappeler. Pardon, je cède la parole à Martha. Merci. Bonjour et merci beaucoup pour cette opportunité. Dans ma partie, j'aimerais développer sur les présentations qui me précèdent en soulignant le besoin que notre communauté doit approcher la formation continue des enseignants en mathématiques avec une perspective systémique. Suivant, s'il vous plaît. Pour ce faire, comme Mathieu, je me concentrerai sur les deux dernières questions concernant les modèles de formation continue et les recherches connexes. Lorsque nous réfléchissons à la formation continue des enseignants, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que les enseignants doivent apprendre et comment les supporter. Ce travail est important car il aide à comprendre les outils, les buts de la formation d'enseignants. Et comme Mathieu et Catherine l'ont clairement souligné, il existe un éventail de formes et d'objectifs de formation continue des enseignants. Mais pourtant, en dépit d'exemples passionnants de formation continue, la réalité est que le changement est souvent difficile et n'est pas toujours durable. Donc, malgré que la compétence 11 encourage le développement continu des enseignants, un nombre important de défis demeurent pour atteindre ce changement durable. Alors, comment affrontons-nous ces défis? Eh bien, comme Catherine et Mathieu l'ont relevé, la formation continue des enseignants se situe à l'intérieur de contextes institutionnels. Un contexte institutionnel inclut de nombreux acteurs comme des étudiantes, des conseillers pédagogiques, des chercheurs et plusieurs autres. Chacun de ces acteurs est imbriqué dans des couches de contexte comme l'école, la maison, la communauté, l'université, la commission scolaire et le ministère de l'Éducation. Quelques chercheurs ont ainsi défendu que pour relever les défis auxquels nous faisons face, nos modèles de formation continue doivent également considérer les aspects du contexte institutionnel. C'est-à-dire qu'il est insuffisant de reconnaître que la formation continue se situe dans un contexte institutionnel. Nous devons aussi concevoir nos modèles de formation continue afin d'inclure les acteurs de contexte institutionnel. Alors, qu'est-ce que ça implique? Comme des chercheurs l'ont suggéré, nous devons considérer le rôle, la connaissance et les pratiques de chaque acteur. Aussi, les interactions entre les acteurs et les politiques, discours, normes, histoire, langue et réalité sociale et culturelle plus larges qui façonnent ces interactions. Désolé. Ouais, merci. Lorsqu'on conçoit un modèle de développement professionnel qui inclut le contexte institutionnel, on doit aussi susciter le raisonnement, les dispositions et les pratiques. Pour ce faire, nous devons créer des opportunités pour favoriser le raisonnement parmi tous les impliqués, incluant les étudiants, les formateurs d'enseignants, les CP, etc. Nous devons aider les individus à apprendre à exprimer et cibler des objectifs clairs.
Aussi, tous les individus doivent développer un état d'esprit de croissance, en anglais growth mindset. Les individus doivent remettre en question ce qu'ils enseignent ou apprennent et pourquoi. Et finalement, nous devons encourager l'autonomie et la collaboration. À quoi ça ressemble? Suivant, merci. Je vais vous donner un très petit exemple lors d'un projet de recherche que j'ai mené en collaboration avec Dr. Annie Savard et Dr. Kara Jackson, ainsi qu'une équipe fantastique de chercheurs et CP. Lors de ce projet, nous nous sommes associés à des conseillers pédagogiques de 3 commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, les chercheurs et les conseillers pédagogiques ont formé une communauté avec le but était d'appuyer les CP dans leur pratique. Entre nos réunions, les CP ont rencontré leur communauté d'apprentissage d'enseignants. Suivant. Au cours des 4 ans du projet, ensemble avec les CP, nous avons expérimenté avec différents concepts d'activités d'apprentissage pour notre communauté chercheurs CP. Vers la fin, nous nous sommes concentrés sur 4 activités spécifiques. D'abord, parce que les CP étaient désireux d'en apprendre sur la recherche, nous avons effectué des lectures collectives. Ces lectures ont permis d'établir un langage commun, ce qui a aidé les CP à articuler leurs objectifs d'apprentissage. Deuxièmement, nous avons également visionné les vidéos ensemble. Ces vidéos venaient des communautés d'apprentissage enseignants ou des salles de cours. Troisièmement, nous nous impliquions dans la planification collective de ces rencontres. Et finalement, nous présentions collectivement dans les conférences pour des leaders enseignants en mathématiques. Ceci n'avait pas l'intention d'être une activité d'apprentissage, mais nous avons découvert que c'était une opportunité pour réfléchir sur ce que nous avions appris. À travers de ce projet et d'autres, plusieurs défis et inconnus se sont présentés. C'est beaucoup. Comme vous pouvez voir sur la diapo, je n'ai pas le temps maintenant de discuter, mais tu peux voir. Et finalement, la question que je pose pour notre discussion est comment pouvons-nous promouvoir le changement durable en formation continue des enseignants de mathématiques? Merci. Alors, merci tout le monde aux présentateurs du témoignage et des éléments qu'ils ont apportés. Comme on voit le clavardage, plusieurs personnes ont apprécié puis se sont reconnues dans vos propos selon votre champ d'expertise. Alors, les présentateurs vont faciliter la tâche en proposant directement des questions d'ouverture. Donc, je me permets de vous les lire et ensuite on lance la discussion si vous voulez répondre à celle-ci ou simplement aller dans une autre direction. Donc, on vous proposait quelles devraient être les conditions du milieu qui favoriseraient un engagement du corps enseignant dans une démarche de formation continue. Comment favoriser une culture de développement professionnel dans nos actions respectives, enseignants, conseillers pédagogiques, profs-chercheurs, dans un contexte de formation continue volontaire. Par des initiatives de formation continue, comment créer de meilleurs liens entre la communauté de recherche et la communauté d'enseignement, conservant chacun leur spécificité tout en s'enrichissant réciproquement. Et finalement, comment pouvons-nous promouvoir un changement durable dans la formation continue des enseignants de mathématiques? Donc, je vous cède la parole si vous voulez réagir ou poser d'autres questions aux présentateurs. Je vais peut-être juste, avant de
Je vais effectivement vous céder la parole, mais juste avant, vous êtes évidemment invité à nous contacter par la suite si vous avez des questions, vous voulez continuer la discussion. Le diaporama est disponible aussi, comme je l'ai partagé quelques fois. Puis, je voulais aussi peut-être juste finir avant de vous céder la parole en revenant sur le Answer Garden, que vous avez peut-être vu par vous-même de votre côté, qui a évolué, mais allons voir ensemble. C'est parti de quelques mots, puis on a maintenant un nuage de mots assez garni qui devrait apparaître, qui se charge. Voilà, donc, et on peut voir justement, tantôt on me demandait, c'est le nombre de fois, oui, quand on met notre curseur vis-à-vis, donc on voit quand même que c'est développement, c'est le mot qui semble être le plus populaire ou celui qui est arrivé, auquel vous avez pensé le plus souvent ou qui vous a influencé davantage, si vous avez été influencé par le nuage de mots qui se construisait. Mais on voyait aussi processus, réflexivité, collaboration, réflexion professionnelle, formation, accompagnement. Donc, bon, évidemment, il faudrait voir dans quel contexte. En un seul mot, on le sait que c'était une tâche impossible, mais c'était justement pour voir quel mot ressort. Puis, je pense qu'on peut, je vais arrêter le partage maintenant, puis on pourra enchaîner maintenant avec soit vos questions ou vos idées d'éléments de réponse en lien avec les 4 questions qui ont été formulées. Il y a aussi les notes collaboratives qu'on ira voir nous par la suite, mais on ne va pas les afficher pour l'instant, mais ça va enrichir notre discussion par la suite.